et restera aux côtés du Mali. C'est en substance ce qu'on peut retenir des propos de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie en visite d'amitié et de coopération dans notre pays. À Koulouba, il a donné une conférence de presse avec son homologue malien avant d'être reçu par le président de la transition en audience. Sira Bachile Yaya Konaté, nous ferons le point. Séjour guinéen du président du Conseil national de la transition mis à profit pour partager l'expérience malienne avec le Burkina Faso, le Tchad et la Guinée, tous en transition. Le colonel Malik Diao a participé à une session plénière spéciale portant sur Parlement et refondation de l'État, le récit de nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Seydou Sissoko dans ce journal. Également, hors de nos frontières, le Mali, fort d'une importante délégation, est présent au African Investment Mining Indaba 2023 en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Indaba 2023, démarré aujourd'hui même, porte sur la réflexion cette année sur la libération de l'industrie minière. Abdul Salam Bambara et Suleiman Kenza Sidibé sont nos envoyés spéciaux. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes en opération de démantèlement des boosters ou amplificateurs de réseaux anarchiquement installés à travers la ville. L'opération a débuté par le Grand Marché en collaboration avec la police nationale et les groupements des commerçants. Nous étions sur place pour vous, compte rendu avec Jules Sambo Sissoko. Bonsoir à tous, nous sommes mardi 7 février, bienvenue aux informations. Le ministre russe des Affaires étrangères est à Bamako. Sergueï Lavrov est en visite d'amitié et de travail au Mali. Dans son agenda, une conférence de presse avec son homologue malien Abdoulaye Diop, mais aussi et surtout cette audience accordée par le président de la transition à l'hôte de marque. Audience qui a pris l'allure d'une séance de travail d'une heure de temps élargie aux deux délégations et qui a permis de faire le tour d'horizon des questions de coopération bilatérale. Parmi elles, celles sécuritaires et économiques. Sira Bachili était au palais présidentiel, son reportage. Cette visite marque effectivement un signal fort parce que ça montre déjà que les deux gouvernements sont en très bons termes. C'est aussi un signal de façon générale sur la scène internationale parce que ça dénote de façon éloquente la volonté de la Russie de se tourner vers l'Afrique et surtout vers l'Afrique de l'Ouest. Voilà, vous l'aurez compris, toutes nos excuses pour cette erreur. Donc, nous allons retrouver Sira Bachili qui était au palais présidentiel pour nous parler de cette audience accordée par le président de la transition à l'hôte de marque, le ministre russe des Affaires étrangères qui est à Bamako. Sergueï Lavrov est en visite d'amitié et de travail. Dans son agenda donc, une conférence de presse avec son homologue malien Abdoulaye Diop, mais aussi et surtout, je le rappelle, cette audience accordée par le président de la transition, audience qui a pris l'allure d'une séance de travail d'une heure de temps élargie aux deux délégations et qui a permis de faire le tour d'horizon des questions de coopération. Alors, on retrouve Sira Bachili. La Russie au Mali, c'est un signal fort en matière de diplomatie et surtout de concrétisation du partenariat. Coopération au plus haut niveau donc. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, à la tête d'une forte délégation, vient la notifier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un 7 février 2023 de confirmation de promesses tenues aux Maliens quant à la diversification du partenariat dans la lutte contre le terrorisme. Le palais présidentiel de Koulouba ouvre donc ses portes à un partenaire stratégique pour une coopération mutuellement avantageuse. Мы говорили обо всем, это без преувеличения, обо всем, что касается интересов. Nous avons parlé à peu près de tout. On a parlé des relations entre la Fédération Russie et du Mali. Nous avons parlé des plans, du développement de nos relations qui doivent correspondre à nos intérêts mutuels. Nous avons parlé de nos relations commerciales et économiques de tels domaines que les investissements, de la coopération militaire et technique, de la coopération en matière humanitaire, culturelle, éducation et bien évidemment de notre coopération au sein de l'ONU.
Des secteurs clés et une trajectoire obligatoire pour le développement. Un accent particulier sera mis sur la lutte contre le terrorisme. La Russie affirme que la coopération militaire se renforcera davantage selon les besoins du terrain. Nous soutenons le Mali dans ses activités de défense et de sécurité. Nous contribuons aussi au renforcement des forces de défense et de sécurité de Mali. Et bien évidemment, nous allons continuer notre coopération pour les augmenter encore davantage. La parité souveraine des peuples, une idéologie défendue par la Russie et partagée par le Mali qui tient au respect de sa dignité et de sa souveraineté avec le choix de ses partenaires. La Russie soutient mettre tout en œuvre pour cette parité au sein de l'ONU qui reste une tribune d'expression des nations. Et en ce qui concerne notre coopération au sein de l'ONU, nous allons faire tout le possible. Nous n'allons pas ménager nos efforts pour promouvoir le principe de la parité souveraine des États. Et bien évidemment, nous allons lutter contre des approches colonistes. Donc nous avons des résultats très concrets dans nos négociations et nous allons travailler pour les mettre en pratique. Maliens et Russes ont approfondi les questions économiques commerciales autour d'un déjeuner de travail afin de dégager des stratégies bilatérales pour la bonne conduite des affaires. Un dialogue à la fois diplomatique et politique consolidé sur des projets avantageux pour les deux pays. Il faut le signaler, les relations entre la Russie et le Mali sont traditionnellement amicales depuis l'époque des républiques socialistes soviétiques, URSS. De nos jours, ces relations ont atteint un autre niveau sur de nouvelles pistes. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a quitté Bamako aux environs de 17 heures avec un programme de maintien de coopération plus que jamais solidifié avec de nouveaux enjeux. Prospection minière, énergie, infrastructure, transport, agriculture ou technologie, voici entre autres domaines qui pourraient être concernés dans les jours à venir par la coopération entre le Mali et la Russie. Les deux pays conviennent en effet d'élargir leurs liens économiques et commerciaux parallèlement à la coopération en cours dans les domaines militaires et sécuritaires. Des questions débattues au cours d'un tête-à-tête et d'une séance de travail élargie au cours de la visite du chef de la diplomatie russe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une séance de travail suivie d'une conférence de presse au cours de laquelle les deux parties ont fait montre d'une convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun. On retrouve Yaya Konati. Une amitié pleinement assumée, c'est celle qui lie désormais le Mali et la Russie et qui donne lieu ce 7 février 2023 à une visite pleine de symboles. Mais bien au-delà des symboles, fort d'une concordance de vues forgées par des décennies de relations basées sur le respect mutuel, Maliens et Russes choisissent de s'inscrire dans l'action et le premier pas dans cette direction, c'est bien cette volonté affichée de cheminer ensemble contre vents et marées. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Nous voyons la réaction des États occidentaux au processus, à l'évolution de nos relations et nous constatons avec regret que c'est encore une fois une attitude négative de l'Occident au principe de la parité et du respect mutuel. C'est aussi la violation de la charte de l'ONU et c'est aussi, cela reflète les approches néocoloniales et la politique de deux poids, deux mesures de la part des acteurs occidentaux. Le Mali et la Russie choisissent donc de rester droits dans leur botte et de regarder ensemble vers l'avenir. Un avenir tout en projet débattu au cours de la séance de travail élargie aux deux délégations. Il y a été question notamment de renforcement du dialogue politique et de la coopération basée sur les intérêts mutuels et les potentialités des deux parties. C'est ainsi que Bamako et Moscou conviennent de dynamiser leur coopération économique et commerciale. Nous avons convenu de continuer d'élargir nos liens économiques et commerciaux. Nos volumes d'échanges augmentent. Les chiffres ne sont pas peut-être très impressionnants, c'est notre appréciation mutuelle, mais nous pensons qu'il nous faut développer de tels domaines comme la prospection géologique, les ressources minérales, l'énergie, le transport,
l'infrastructure, l'agriculture. Nous travaillons aussi à pouvoir renforcer davantage cette coopération économique et commerciale. Il a parlé de la question sur les acquisitions par rapport aux denrées de première nécessité, les hydrocarbures, mais nous allons au-delà de ça, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des technologies et dans le domaine du renforcement des capacités et de la formation. Donc il y a beaucoup de possibilités. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'aller peut-être vers la formalisation de travail sur le plan économique et commercial en incluant le secteur privé des deux pays pour que nous puissions aussi travailler dans un partenariat gagnant-gagnant. Et nous espérons que le sommet, le forum qui va précéder et puis le sommet qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet permettront aussi de jeter les nouveaux jalons pour renforcer la coopération. Nos amis maliens se souviennent bien de ces pages d'histoire de nos pays. Ils sont intéressés à ce que ces bases nous permettent de construire de nouveaux projets. Et c'est cela que visent nos présidents. Oui, ils ont eu des contacts par téléphone. Et alors, ils vont régler, bien évidemment, les questions dans le domaine de l'économie, d'investissement, du commerce, de la politique extérieure. Ce sont les questions qui sont prioritaires pour nos ministères. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, le président de transition a pris la décision de participer personnellement à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui aura lieu à la fin du mois de juillet à Saint-Pétersbourg. Et nous serons bien évidemment très contents de voir Monsieur le Président à cet événement très important. Des relations économiques qui viendront renforcer une coopération bilatérale qui donne déjà des résultats plus que probants dans le domaine militaire. Grâce à cette coopération militaire, la sécurisation du territoire national suit son cours, affirme le ministre Diop, tout comme les réformes politiques et institutionnelles gagent d'un retour à la stabilité. Occasion pour le chef de la diplomatie malienne de saluer cette présence de la Russie aux côtés de notre pays. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous sommes heureux de constater que l'armée malienne dispose de capacités opérationnelles extrêmement importantes. Merci énormément à votre pays pour ses capacités humaines et ses capacités matérielles qui sont données à notre pays, qui aujourd'hui, je peux dire, les Maliens sont très fiers de ce qui est mis en place pour pouvoir garantir l'indépendance de notre pays, sa souveraineté, préserver son intégrité territoriale, préserver son unité contre les velléités de ceux qui veulent aujourd'hui diviser notre pays. Et nous voulons encore une fois tendre la main à nos frères et sœurs maliens pour pouvoir nous unir pour trouver des solutions. Sur le plan sécuritaire, la Russie, assure Sergueï Lavrov, continuera à apporter son soutien au Mali sur le terrain, mais aussi au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons apporter notre soutien au Mali dans la réalisation de ses objectifs posés et nous allons le faire dans le cadre de notre travail à l'ONU. Vous savez qu'il y a une mission au Mali et la mission des Nations Unies qui est assez souvent sujet des discussions au Conseil de sécurité. Et oui, il faut effectuer les travaux de cette mission compte tenu de la volonté du pays hôte, en l'occurrence le Mali. Au cours de leur conférence de presse commune, les chefs de la diplomatie malienne et russe ont fait montre d'une identité de vue sur plusieurs autres questions, notamment celle des sanctions qui, au dire du ministre Diop, ne sont pas de vraies solutions aux problèmes, mais aussi et surtout celle des droits de l'homme qui ne doivent en aucun cas être instrumentalisés. Nous savons que les droits de l'homme sont aujourd'hui instrumentalisés, politisés pour des agendas cachés, à peine cachés, qui visent souvent à renverser des régimes pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est sûr, nous le savons. Nous travaillons avec la Russie pour pouvoir dépolitiser la question des droits de l'homme et aussi faire en sorte qu'elle ne soit pas instrumentalisée à ses fins. Au cours de sa visite au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le chef de la diplomatie russe a été élevé au nom du président de la transition au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Une reconnaissance pour ses efforts et ses décisions courageuses qui auront permis à notre pays de continuer d'exister en tant que pays uni, indépendant et souverain dans des moments particulièrement difficiles. Reconnaissance de la diplomatie malienne.
À présent, nous allons vous écouter. Vous, les Maliens, nous sommes allés savoir quel est votre avis sur la visite au Mali du chef de la diplomatie russe. Vous avez été nombreux à nous dire que cette visite va dynamiser l'axe Bamako-Moscou et vous espérons aussi que cette visite servira de lieu à nouer de nouveaux partenariats dans d'autres secteurs clés de notre économie. Bembassi. Cette visite marque effectivement un signal fort parce que ça montre déjà que les deux gouvernements sont en très bons termes. C'est aussi un signal de façon générale sur la scène internationale parce que ça dénote de façon éloquente la volonté de la Russie de se tourner vers l'Afrique et surtout vers l'Afrique de l'Ouest à travers le Mali. Mais aussi cette souveraineté retrouvée et prononcée et annoncée par les autorités maliennes se manifeste aussi à travers le choix de nouveaux partenaires, en plus des partenaires classiques occidentaux, que ce soit en Occident, en Afrique, etc. Et donc, le Mali veut réaffirmer cette volonté de vouloir travailler sur différentes thématiques, que ce soit la crise sécuritaire, que ce soit sur les questions de développement économique. Il veut travailler avec d'autres partenaires qui peuvent lui permettre de relever ces défis internes. La présence du ministre des Affaires étrangères de la Russie, on peut lui souhaiter la bienvenue au Mali. On ne souhaite pas que ce soit une simple visite. Si la Russie pouvait faire quelque chose concernant la santé et l'emploi aussi. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous, la situation sécuritaire, vraiment, ça nous préoccupe beaucoup. C'est un pays qui a beaucoup de moyens militaires et aussi l'expertise également. Donc c'est une très très bonne chose pour nous. Vraiment toute personne qui peut vraiment aider le Mali à sortir vraiment de ce problème-là, c'est une très bonne chose vraiment. Surtout une grande puissance comme la Russie. Le partenariat avec la Russie en matière de défense et de sécurité a redonné de l'espoir aux Maliens à un avenir meilleur. Ce partenariat est bénéfique et doit s'étendre à d'autres secteurs d'activité. Le plus important, c'est qu'on doit se mettre au travail maintenant pour développer le Mali. On est très content de le voir au Mali. Depuis la Russie est au Mali ici, vraiment, on a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la sécurité. Ils peuvent nous aider vraiment qu'on avance encore plus fort que ça. L'arrivée du ministre des Affaires étrangères de la Russie, c'est une grande chose par rapport au armement et de notre grande armée malienne. Nous cultivons chaque année. Il faut la culture. Il faut aussi la collaboration sur le plan de l'agriculture, de l'élevage. Puis là où nous sommes maintenant, il faut que tous les Maliens se donnent la main pour soutenir les autorités de la transition. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette visite du chef de la diplomatie russe au Mali, avec à la clé cette invitation lancée à notre président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et je reçois sur ce plateau Siliki Dambélé. Bonsoir Siliki. Bonsoir. Avec vous donc un communiqué de l'état-major général des armées qui vient de nous parvenir. Tout à fait. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans la nuit du 6 au 7 février 2023, les forces armées maliennes ont mené une opération spéciale contre un groupe armé terroriste dans le secteur de Koréanzé, région de Mopti. Cette opération est le résultat d'une série de collectes et d'analyses d'informations sur la chaîne de commandement des groupes terroristes actifs dans les secteurs. Le professionnalisme des FAMA dans une longue période de précision des renseignements, de même que la rapidité et la surprise de l'action ont permis de réduire les dommages collatéraux à zéro. Le bilan provisoire de cette opération est de côté terroriste, 30 terroristes neutralisés, des matériels récupérés dont 33 AK-47, 2 LRAC, lance-roquettes anti-char, 97 chargeurs d'AK-47, 12 talkie-walkie avec chargeur, une grenade offensive, de grandes quantités de munitions et d'autres objets divers. Côté FAMA, aucune perte en vie humaine ni de blessés.
Par ailleurs, une action de fouille à Ngorodia, dans le même secteur de Koréanzé, a fait 4 terroristes neutralisés, 4 AK-47, un talkie-walkie, 4 porte-chargeurs et des objets divers récupérés. L'état-major général des armées informe que les ratissages contre les groupes armés terroristes et leurs complices continuera sur l'ensemble du territoire national et que le combat contre ces groupes se poursuivra pour garantir la sécurité, la protection et la stabilité. L'état-major général des armées invite les populations à se départir des groupes terroristes et à dénoncer incessamment toute complicité. Voilà vous, Niaoul Traoré. Merci, Siriki Dambélé. Le nouveau bureau de l'autorité de protection des données à caractère personnel chez le Premier ministre, récit d'audience avec Aoul Seyni Touré. L'autorité indépendante de protection des données à caractère personnel a pour mission de fixer les normes et la finalité de la collecte, du traitement ou de la conservation des données personnelles. Ses membres sont nommés par décret du président de la République. L'audience de cet après-midi intervient après la mise en place du nouveau bureau que préside Mamoutou Samasekou. Et quoi de plus normal que de venir présenter le bureau au Premier ministre et requérir son appui. Et nous avons été nommés par décret du président de la transition depuis le mois de novembre 2022. Donc nous avons prêté serment le 5 janvier passé et le bureau de commissaire a été installé le 23 janvier. Donc nous avons sollicité cette audience auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour d'abord exprimer notre joie, notre reconnaissance et le remercier, à travers lui remercier le président de la transition, mais également les institutions publiques et les institutions de la société civile pour leur choix de nos modestes personnes. Donc nous en avons profité également pour solliciter ces sages conseils et réitérer notre engagement à réussir la mission qui nous a été confiée. Après les avoir félicités pour le choix porté sur leur personne, le Premier ministre a relevé les spécificités de cette autorité avant de promettre l'appui du gouvernement. Nous sommes tous au service de l'État. C'est donc important que cette mission au service de l'État soit accomplie avec beaucoup de rigueur et d'engagement. Les institutions qui vous ont fait confiance, le gouvernement et tout le peuple malien comptent beaucoup sur vous. Vous occupez un secteur extrêmement important qui est utile pour l'équilibre de notre pays. Il y a certains d'entre vous que je connais avant cette date. Je sais, c'est des hommes et des femmes de qualité. Et n'hésitez pas à chaque fois qu'il y a des problèmes, comme vous venez de le dire, qu'il y a des textes que vous voulez aménager, à les envoyer et nous allons discuter pour faire avancer votre travail et à travers vous, faire avancer notre pays dans le sens du changement souhaité par l'ensemble des Maliens. La spécificité de votre organisation, c'est qu'elle est autorité indépendante, mais elle n'a pas beaucoup de ressources propres pour dire qu'elle n'en a pas. Les autres autorités indépendantes ont des ressources propres. Ce n'est pas ailleurs que c'est décidé ce qu'ils doivent avoir. On élabore les textes, mais les ressources propres, ils les ont. Or, vous devez vous adresser à une autre structure, notamment au gouvernement, pour avoir les ressources pour fonctionner. Et c'est pour cela que nous allons faire le nécessaire, tout ce qui est possible, dans le cadre des moyens de cette transition, pour vous mettre dans les bonnes conditions de travail. La PDP reçoit les demandes des citoyens, soit pour installer une entreprise qui utilise les données à caractère personnel, soit pour demander l'intervention de l'autorité pour faire cesser ou modérer une activité lésant la personne qui en fait la demande. Et justement, nous allons rester avec les membres de l'APDP pour parler de la première session ordinaire au titre de l'année 2023 de la structure. Nouhoum Sissoko, reportage. La première session ordinaire 2023 de l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, procède à l'analyse des dossiers adressés à l'autorité par de nombreuses structures de l'administration d'État et du secteur privé.
Les dossiers soumis à l'appréciation des commissaires ont déjà subi le traitement et l'instruction nécessaire. Pour cette première session ordinaire de 10 jours, nous nous pencherons sur 300 dossiers répartis comme suit. 3 demandes d'avis venant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, ainsi que du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. 9 plaintes pour violation des données personnelles, 20 demandes d'autorisation, 268 déclarations normales portant sur la régularisation des systèmes de vidéosurveillance. À travers les sollicitations, l'APDP constate un véritable changement de comportement des usagers, de plus en plus informés et convaincus de la nécessité de la sécurisation des renseignements personnalisés stockés dans leurs bases de données respectives. L'autorité est investie d'une mission d'assistance, de conseil et partant d'accompagnement de toutes les structures appelées à effectuer des traitements des données à caractère personnel. L'APDP a pour mission d'informer toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitement de leurs droits et obligations, de réguler et contrôler les traitements de données et de sanctionner éventuellement les manquements à la loi. Session plénière spéciale ce lundi au Conseil national de la transition guinéenne. Session mise à profit par le président Diao de partager l'expérience malienne avec le Burkina Faso, le Tchad et la Guinée, tous en transition. Le thème de la rencontre Parlement et refondation de l'État. Envoyé spéciaux Brahma Traoré, Seydou Sissoko. Au siège du Conseil national de la transition de la Guinée, une session spéciale avec des orateurs pas comme les autres, parmi lesquels le colonel Maliki Diaw qui porte la voix du Mali à cette tribune du débat démocratique. Le président du CNT reçoit d'abord un boubou traditionnel made in Guinée, une façon de lui souhaiter la bienvenue. Pour ce beau boubou, je crois que ça fait le deuxième boubou. Merci énormément. C'est donc une plénière spéciale aux allures d'un partage d'expérience sur le rôle du Parlement dans la refondation de l'État. Une question d'autant plus essentielle quand on sait que l'instabilité institutionnelle freine la bonne marche d'un pays. Nous espérons tirer de ces débats des pistes de solutions à nos problèmes de gouvernance, de sécurité de nos populations ainsi que de leurs biens. Nos pays sont plongés dans des crises multiformes, victimes d'une longue histoire de malgouvernance. Nous sommes à la croisée des chemins, mais nous devons raffermir notre foi en nous-mêmes et en notre résilience afin de relever les multiples défis auxquels nous sommes confrontés. La refondation de l'État, quand l'exemple du Mali fait légion, et dans ce processus, le Conseil national de la transition joue un rôle de premier plan. En 2 ans, le CNT a examiné et adopté 200 lois selon le président de la commission en charge des lois, pour qui refonder un État obéit à des exigences. Des valeurs, vous le savez tous, que nous sommes tous d'accord, qu'il va falloir arriver à un texte qui procédera à la désacralisation spirituelle du pouvoir politique. Il va aussi sans dire qu'il faut arriver à un deuxième point sur la désincarnation personnelle du pouvoir politique. Et enfin, à l'objectivation institutionnelle du pouvoir politique. Nous savons exactement quels sont les régimes qui nous gouvernent. Et nous savons exactement quels sont les tares de ces régimes. Il faudra travailler à ce que le pouvoir ne se confonde pas à l'homme, mais que le pouvoir soit un instrument au service du peuple. Aujourd'hui, le Mali est plus que jamais rassuré. Nous sommes confiants de la réussite de cette mission parce que nous bénéficions aujourd'hui de cette solidarité africaine, de cette solidarité des parlements, des conseils nationaux de transition. Oui, nous sommes respectueux des valeurs démocratiques, oui, mais faudrait-il aussi avoir un territoire, oui, je dis bien, sur lequel on veut cette bonne gouvernance, on veut appliquer ces valeurs démocratiques. Soyez sûrs que nous allons transformer cette crise en un atout. Oui, il s'agit pour nous de nous battre pour que toutes ces écoles qui sont fermées, plus d'une décennie, qu'une génération humaine n'a pas droit à l'éducation, qui demeure un droit fondamental. Nous avons tous
des obligations en tant que père de famille, en tant que mère, mais aussi en tant que citoyen. Et par la même occasion, je voudrais inviter tous les partenaires à nous accompagner. Au-delà de son aspect institutionnel, les réformes en cours touchent également d'autres domaines vitaux du pays, dont le secteur rural. C'est ce qu'a expliqué le président de la commission en charge de cette question au CNT. Déjà, des textes adoptés permettent de mieux encadrer le secteur. Vous savez, dans notre pays, c'est avec la transition que nous nous sommes rendus compte qu'il n'existe pas d'inspection en ce qui concerne les mines. Ça veut dire que depuis 60 ans, les mines dans notre pays échappent au contrôle de l'État. Elles sont exploitées, purgées, volées par tout le monde et l'État n'a aucun outil de contrôle et de vérification de ce qui s'est passé. Mais je peux vous assurer que cette grave tare a été corrigée par la transition. Désormais, personne ne fera ce qu'il veut en ce qui concerne notre sol, notre sous-sol. De la discussion jaillit la lumière, dit-on. La lumière aura donc jailli sur la volonté commune des conseillers nationaux d'aller ensemble pour réussir ensemble la refondation de leur pays respectifs. Toujours hors de nos frontières, le Mali, fort d'une importante délégation, est présent au African Investment Mining Indaba 2023 en Afrique du Sud. Indaba 2023 a démarré aujourd'hui même au Centre international de conférence de Cape Town, porte la réflexion cette année sur la libération de l'industrie minière en Afrique, gage de stabilité et de sécurité. Abdul Salam Bambara, Suleiman Kenza Sidibé sont nos envoyés spéciaux. Libérer l'industrie minière africaine, investissement, la stabilité, la sécurité et la logistique, c'est le thème principal de cette édition Mining Indaba version 2023. À cette rencontre vont être débattues les questions liées au développement durable, la transition énergétique et l'approvisionnement durable de l'Afrique en ressources énergétiques. Le développement doit être impulsé par le secteur minier et l'Afrique se doit de gagner la bataille de la production énergétique suffisante pour son industrie, engager les réformes économiques nécessaires et lutter contre l'exploitation illégale des ressources minières, admet le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Quant à son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Etienne Tshisekedi, les communautés locales riveraines des sociétés minières doivent être prises en compte pour les retombées des exploitations minières. Et cette vision fait son chemin au Mali depuis un certain temps. Nous avons effectivement élaboré un code minier qui met l'accent sur le développement communautaire. Et il y a un fonds même qui est créé pour ce développement-là. Il y a la nécessité de faire bénéficier en premier lieu les collectivités locales par rapport aux avantages, par rapport à toutes les retombées des ressources minérales. Plus de la cinquantaine de pays, sociétés minières, pétrolières et sous-traitants participent à cette présente édition de Mining Indaba. Le Mali y est présent à travers les sociétés minières opérant sur le sol national et ses stands. Il y a près de 9000 participants à ce forum. C'est le lieu de rencontre vraiment de tous les pays miniers, les entreprises qui sont dans ce secteur-là, pour faire connaître leur expertise, pour échanger. Et le Mali est doit être présent pour faire valoir son potentiel minier et chercher des partenaires pour enfin faire développer le secteur minier. Même les entreprises qui évoluent chez nous, certaines sont là, tout cela pour chercher des partenaires et nouer des partenaires gagnants-gagnants. Et le Mali doit être présent pour faire valoir aussi son potentiel minier et attirer les investisseurs davantage vers notre pays. Demain, mercredi, c'est la journée du Mali. Retour au Mali, le document cadre de politique nationale d'administration du territoire et son plan d'action 2023-2027 au centre d'un atelier de validation organisé par le ministère de tutelle. Les explications avec Nouhoum Sissoko. La mutation d'une vision classique de l'administration vers celle moderne, la dépolitisation de l'administration, le déploiement de ressources humaines de qualité sur l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre d'un contrôle de légalité, la coordination et le suivi stratégique des actions de développement sont entre autres défis que l'administration doit relever. Fort de ce constat, la formulation du document cadre de politique nationale d'administration du territoire intervient à une période critique du retour de l'administration et des services sociaux de base, de refondation de notre État, reposant sur les trois principes guidant l'action publique au Mali, tels que définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition
chef de l'État, à savoir le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix de partenaires et de nos choix stratégiques, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. La vision projetée par cette politique est de faire de l'administration du territoire, je cite, une administration territoriale moderne et performante, pilotée par des représentants de l'État bien outillés, accompagnant le chantier des réformes, imprégné des réalités sociologiques et culturelles de nos terroirs et offrant les conditions d'un service public de qualité dont l'accès est égal pour tous les citoyens. La restauration de l'autorité de l'État est une des priorités de la mission en collaboration étroite avec les agences du système des Nations Unies. C'est dans ce cadre qu'au cours de ces dernières années, la mission a pris nombre d'initiatives visant à appuyer les efforts des autorités maliennes. Le projet de document cadre soumis pour validation est la résultante d'une démarche inclusive ayant permis à un nombre d'acteurs chargés de sa mise en œuvre de contribuer à son amélioration. Compte tenu de son importance, je vous demande de tenir compte de ces grandes orientations dans vos travaux de réflexion, à savoir la mise en œuvre des politiques nationales de l'État par l'application stricte des lois et règlements, le respect de la souveraineté, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la laïcité, le respect de la libre administration des collectivités territoriales, le respect de l'application stricte des lois et règlements de l'État, la culture de l'éthique et du professionnalisme, le respect strict de la gestion transparente axée sur les compétences et les résultats attendus des représentants de l'État, la prise en compte des spécificités locales dans la réorganisation territoriale. Cet atelier de validation du document cadre de politique d'administration du territoire regroupe les gouverneurs, des préfets et sous-préfets, des présidents de conseils régionaux, d'autorités intérimaires ainsi que de collèges transitoires. Il bénéficie de l'appui de l'aménagement. Toujours avec l'appui de l'aménagement, session spéciale de formation de 182 agents électoraux, une session qui vient en appui au processus électoral au Mali prévu d'ici 2024. Mamadou Fane, reportage. La période des élections est un moment très sensible pour une nation. L'aboutissement du processus électoral requiert une bonne formation des agents électoraux qui peuvent contribuer au bon déroulement des élections. D'où cette session spéciale de formation des 182 agents électoraux initiée par le ministère de la Défense, le ministère de l'Administration territoriale, l'école de maintien de la paix avec le soutien financier de la MINUSMA. Cette formation est plus que la bienvenue, elle est une nécessité pour les personnes engagées sur la voie de l'apaisement, de la cohésion sociale, de l'entente, du vivre ensemble, de la construction d'institutions légitimes et de la construction d'une nation et d'une démocratie forte. Je demanderai aux agents qui seront formés pendant les 5 prochains jours d'être humbles dans l'assimilation des connaissances, mais curieux dans la découverte de bien des méandres du processus électoral malien. À l'issue de cette formation, chaque participant devrait être capable de comprendre le cycle électoral, le rôle du système des Nations Unies et de planifier la mission et les activités de terrain à mettre en œuvre avant déploiement dans les zones d'affectation. La MINUSMA a répondu favorablement en décembre 2022 à la requête du gouvernement du Mali sollicitant la MINUSMA pour la mise à disposition des assistants électoraux. Cette disponibilité de la MINUSMA, maintes fois réaffirmée, a accompagné le Mali dans ses efforts pour le retour à l'ordre constitutionnel, s'inscrit en droite ligne de l'appui aux réformes politiques, institutionnelles et électorales entreprise par le gouvernement de la transition. Cette session de 5 jours prouve à suffisance l'attachement des autorités de la transition à conduire le processus électoral dans des conditions idoines avec des agents électoraux bien formés maîtrisant parfaitement le processus. Direction la 4e région où le fils du guide spirituel Cheikh Ibrahim Niass a participé aux activités de la Ziara El Mania de Ségou. Des prières et bénédictions pour la cohésion sociale étaient au programme. Fousseini Samake.
Cette visite du calife général de la Faïda Tidjaniya du Sénégal, Cheikh Mahi Ibrahim Niass à Ségou, vise à renforcer les liens de fraternité entre les musulmans et prier pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Mali. Il est venu sur invitation de ses disciples maliens, ses frères maliens, Cheikh Mohamed El Arabi, fils de Cheikh Mounir, fils de Cheikh Mahi, tous maliens. Mais aussi, cette visite est facilitée et organisée pour l'État malien pour renforcer la fraternité entre les deux pays, mais aussi pour la paix, que la paix règne dans la sous-région. Nous avons invité le premier fils de Cheikh Ibrahim Niass du Sénégal afin qu'il participe à notre ziara. Ensemble, nous allons prier et faire des bénédictions pour la consolidation de la paix. Pour cette rencontre de la Tidjaniya, les frères musulmans sont venus de tous les horizons du Sénégal et du Mali. Nous avions sollicité l'arrivée du calife général de la Faïda Tidjaniya ici au Mali, dans le cadre de la grande ziara de Cheikh Mahi à Ségou ici, car il a considéré la population malienne comme une seule population. La visite du calife Mahi Cheikh Ibrahim Niass du Sénégal s'inscrit dans le cadre des activités de la ziara Adratoul Mouniria El Mahia de Ségou. Saisie à Benena, localité située à la frontière avec le Burkina Faso, de plusieurs tonnes de céréales. Une saisie qui fait suite à une décision de nos autorités de suspendre l'exportation de céréales. Drissa Kone, Seydou Kamena, les détails. Ils sont déterminés à réduire le trafic de céréales fréquent dans cette localité de Benena, frontalière du Burkina Faso. Il s'agit des 5 agents de la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Malgré leurs maigres moyens, ils sont plus que jamais motivés à freiner cette vieille pratique, l'exportation des céréales. Ils viennent de saisir des camions remplis de céréales franchissant la frontière. Pire, 620 sacs de petits milles dans des charrettes sont encore interceptés dans la nuit du 5 février. Nous sommes venus aux environs de 23 heures. On est 3 agents, nous sommes mobilisés pour nous rendre sur les lieux. Arrivés sur les lieux, immédiatement, on a vu la déviation qui va au Burkina. Donc les agents ont poursuivi jusqu'à tout juste à l'entrée de Burkina pour les faire retourner. Malgré toutes les propositions juteuses qui leur ont été faites, ces agents sont restés inflexibles car animés par le concept Malikoura. C'est dans le cadre de l'application de l'arrêté interministériel 5126 du 6 décembre 2021. C'est dans ce cadre qu'on a mené cette opération parce que cela va dans notre intérêt pour éviter une pénurie alimentaire au niveau national. Si en 24 heures, des dizaines de tonnes sont saisies, imaginez la quantité de céréales qui pourraient échapper au Mali par la faute des mêmes Maliens. Donc, sans l'appui de tous, en aucune manière, on n'arrivera à bout de cette pratique considérée suicidaire. L'Institut international d'agriculture tropicale tient depuis ce lundi à Bamako sa réunion annuelle de présentation des résultats et de planification du projet Agriculture intelligente face au changement climatique pour l'amélioration des moyens de subsistance et de sécurité alimentaire en milieu rural au Mali. Agibou Koulibaly nous en parle. L'Institut international d'agriculture tropicale ITEA génère des innovations agricoles permettant de relever les défis les plus pressants de l'Afrique, la faim, la malnutrition, la pauvreté et la dégradation des ressources naturelles. Depuis 2019, l'Institut international d'agriculture tropicale est présent au Mali avec le projet de recherche et de développement. L'ambassade royale de Norvège, dès 2022, a augmenté notre financement, ce qui nous a permis de passer de 32 à 40 communes, soit 200 villages qui vont désormais bénéficier des technologies que nous mettons à l'échelle ensemble. La contribution de l'ICRISAT au projet CESAT s'étend au renforcement des plateformes d'innovation sur lesquelles s'appuie la mise à l'échelle des acquis et bonnes pratiques testées par la recherche pour la durabilité des activités dans le cadre du projet, ainsi que la lutte intégrée contre les ravageurs du niébé et de la chenille légionnaire à l'aide de parasitoïdes. Ce projet a pour objectif d'introduire des technologies et innovations agricoles intelligentes face au climat dans les régions du Sahel et de la savane aride du Mali.
Au Mali, l'ITIA a contribué au développement du secteur du maïs et les participants au projet CESAT Mali-Niger bénéficient des meilleurs rendements de maïs comparés aux moyennes nationales. Des variétés de niébé ont également été diffusées et plus récemment des variétés de manioc et de soja ont été introduites par notre partenaire national IR. Pour les autorités, ce projet cadre parfaitement avec les orientations du gouvernement. La Norvège est engagée depuis 2018 auprès de son partenaire IITA et d'autres parties prenantes dans l'amélioration de la production agricole au Mali à travers une agriculture adaptée et plus résiliente aux chocs climatiques. C'est là en appui au gouvernement de la République du Mali. Avec l'avènement du projet CESAT Mali, un cachet particulier a été mis sur les stratégies de résilience des producteurs face au changement climatique par la mise à la disposition de technologies intelligentes. Ainsi, les plateformes d'innovation technologique ont été mises en place pour servir de moyen de mise en relation de tous les acteurs sur le terrain. L'Institut international d'agriculture tropicale ITEA, initiateur de cette rencontre, opère dans 18 autres centres de recherche en Afrique subsaharienne. Voyons la deuxième session de recevabilité du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle avec Batraouri. Exercice de redevabilité au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le ministre de tutelle rencontre ses principaux collaborateurs pour tirer le bilan de l'année écoulée en termes d'exécution des programmes. La méthode consiste à donner une réponse à la série de questions, à savoir qu'est-ce qui a été fait en 2022, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles leçons en tirer. La présente session de redevabilité vise globalement à contribuer à l'amélioration de la gouvernance des 3 programmes du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il s'agit de façon spécifique de rendre compte des résultats obtenus à l'issue de la mise en œuvre des activités au cours de l'année 2022, d'informer l'opinion publique nationale à travers les médias des résultats atteints au cours de l'année 2022, de tirer les leçons et les enseignements de la session de redevabilité dans la perspective d'améliorer les modes d'intervention des structures de l'État. La rencontre a permis au ministre Bakar Doumbia de donner le bilan des activités réalisées durant le dernier trimestre de l'année 2021. Il est à rappeler que sur cette période, 52 activités étaient inscrites dans le plan d'action de la vision. Sur ces 52 activités, 21, soit 40%, étaient totalement réalisées, 15, soit 29%, étaient en cours de réalisation et 16, soit 31% n'ont pas été réalisés. Pour la mise en œuvre de ces activités, les structures du département ont dépensé plus de 10 milliards de francs CFA. La session de redevabilité, qui est à sa 2e édition, réunit les responsables du cabinet et les directeurs des services régionaux. Vous l'aurez compris, c'était plutôt la session de redevabilité et non recevabilité. Double session pour les administrateurs de la Caisse malienne de sécurité sociale, CMSS. Il s'agit de la 20e et de la 30e de la structure. On en sait plus avec Sokona Kamisoko. C'est une double session du conseil d'administration, la 20e et la 30e, de la Caisse malienne de sécurité sociale avec à la clé une précision importante. La 20e session porte sur la délégation de gestion de l'assurance maladie obligatoire AMO. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime, la CMSS assure le recouvrement des cotisations et les reversements à la CANAM et bien d'autres. Pour assurer cette délégation de gestion, la Caisse malienne de sécurité sociale reçoit des dotations de la CANAM. Il s'agit notamment de la dotation technique destinée à rembourser les feuilles de soins aux prestataires, la dotation au fonctionnement destinée à couvrir les charges occasionnées par la délégation de la gestion de l'AMO à la CMSS. Ces dotations constituent le budget de la délégation de gestion de l'AMO. Pour réussir ces grands chantiers, la Caisse malienne de sécurité sociale avait adopté des budgets conséquents pour prendre en compte certaines exigences. Le projet de budget de la Caisse au titre de l'année 2023 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 187 336
815 000 francs CFA, soit une augmentation de 5,91% par rapport au budget 2022. Ce projet de budget au titre de l'exercice 2023 s'inscrit globalement dans le respect des normes de la CIPRES. Le budget de la délégation de gestion de l'AMO nous permet d'avoir en dépenses et en recettes la somme de 33 520 millions au titre de 2023, soit une baisse de 8,75% par rapport au budget de 2022. Ce double exercice a un dénominateur commun, celui d'améliorer davantage la qualité des prestations de la Caisse au profit des usagers. Et le point Covid de ce jour nous révèle 12 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 11 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. 16 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet de renforcement de la participation socio-économique des déplacés, réfugiés et communautés hautes vulnérables du Mali, un projet qui vient justement d'être lancé. Batraoré, compte rendu. Le Canada et l'Allemagne aux côtés des populations déplacées internes, des réfugiés et des communautés hautes de la crise multidimensionnelle. C'est à travers le PAPS, projet de renforcement de la participation socio-économique des déplacés et réfugiés. Il est financé par le Canada à hauteur de 16 milliards de francs CFA. La situation de déplacés, à la fois la perte de leur population vers d'autres communautés et le retour dans la communauté de Mopti, est d'importance pour nous tous. Que ce soit le Canada ou le Mali ou l'Allemagne, c'est une situation humaine. Donc on a une fierté à pouvoir appuyer cet appui, à pouvoir étendre un succès et de viser une population qui en a besoin. Le PAPS est axé sur 3 volets essentiels, à savoir la formation professionnelle, la collaboration avec le secteur privé et la promotion de la cohésion sociale. Son exécution sera assurée par l'ambassade d'Allemagne au Mali à travers la GIZ. Le gouvernement fédéral allemand suit de près les défis des populations au Mali. Suite à la pression grandissante sur la question du déplacement interne, il continue à adapter le budget du projet à la hausse en soutien au gouvernement du Mali dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la cohésion sociale dans un contexte de déplacement forcé dû à l'insécurité. Un comité de pilotage sera finalisé bientôt et qui va regrouper les acteurs étatiques clés qui auront un rôle à jouer conformément au contrat d'exécution conclu entre la GIZ et le ministère. Les déplacés internes et réfugiés des régions des Cailles, Ségou, Mopti et ceux du district de Bamako sont les principaux bénéficiaires du PAPS. Au sommaire de ce journal, l'opération de démantèlement des boosters ou amplificateurs de réseaux anarchiquement installés à travers la ville, lancée aujourd'hui même par le Grand Marché en collaboration avec la police nationale et le groupement des commerçants, initiative de l'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes. Jules Sambossi-Soko. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes a procédé ce lundi matin 6 février au lancement d'une vaste opération de démantèlement de boosters ou amplificateurs de réseaux téléphoniques dans les grands marchés du district de Bamako. Ces dispositifs qui brouillent les réseaux sont illégalement importés et installés par des commerçants de la place. L'opération consiste, in fine, à rétablir une bonne qualité de service partout où les services ont été perturbés par l'installation d'amplificateurs de signaux qu'on appelle boosters. Avant cette opération d'aujourd'hui, nous avons d'abord fait le constat pour que nous ne nous trompions pas véritablement de source. Après ce constat technique, nous nous sommes réunis avec les commerçants pour valider ces constats avec eux avec des tests techniques. Et après cela, nous avons mis en place un dispositif de sensibilisation pour informer l'ensemble des usagers des services de communication qui
pour trouver une solution, ont été amenés à acheter des boosters et les installer d'abord illégalement, ensuite en pensant que cela allait être la solution. Et malheureusement, l'amplification des signaux a été la source de perturbation de l'ensemble de la bande de fréquence. L'opération de démantèlement consensuel concerne le Grand Marché, celui de Dibida, de Médine et les halles de Bamako, les zones les plus affectées par le phénomène de booster. Nous sommes en train de procéder secteur par secteur, bâtiment pour bâtiment, pour démonter afin que les opérateurs fassent ce qu'on appelle des opérations de correction. Donc ils vont renforcer le réseau dans le marché. À terme, cette initiative de l'AMRTP, en collaboration avec les groupements de commerçants et la police nationale, doit contribuer à la qualité des réseaux et à la sécurité des personnes, selon des responsables de l'AMRTP. Suivant cette excursion à Sibi avec les candidates pour la couronne Miss ORTM, édition 2023, une initiative de la commission d'organisation en collaboration avec l'agence Mali Tourisme. Envoyés spéciaux, Ibrahim Kaoukounate, Idrissa Traoré. Cette excursion des candidates à l'élection Miss ORTM édition 2023 est une première. Elle a pour objectif de faire connaître aux candidates toutes les potentialités touristiques de notre pays afin de contribuer à la promotion du tourisme domestique. Aujourd'hui, nous pensons que c'est assez important que les Maliens puissent davantage s'intéresser à ce qui se trouve chez eux. Et aujourd'hui, en amenant ces Miss, qui vont devenir naturellement des ambassadrices de la culture malienne dans les jours à venir, c'est un message assez clair. C'est également véritablement assurer cette promotion auprès de la couche juvénile. C'est un événement sans précédent. C'est la première fois dans l'histoire de la commune de Sibi qu'un tel événement se passe. Donc on ne peut que se réjouir et remercier la direction de l'ORTM, les organisateurs de la Miss ORTM 2023 et les plus hautes autorités de la transition pour avoir accepté quand même vraiment cette exclusion touristique dans la commune de Sibi. La sortie des candidates à Sibi dans le Mandé figure parmi les grandes innovations entreprises par le comité syndical de l'ORTM. Le comité syndical, à travers son partenaire, l'Agence malienne pour la promotion touristique, nous avons initié pour d'abord inciter les Maliens à venir sur le site, mais au-delà, permettre aux filles de connaître aussi les sites touristiques du pays. Cette visite a été très très importante parce qu'on a pu découvrir la colline des Kamadjan, Kamara, le site divinatoire, et puis aussi on a pu découvrir la grotte Panthère. C'est très très instructif, d'autant plus que je suis une descendante de Soundiata Keita. J'apprends un peu plus de mes ancêtres, on nous a expliqué plusieurs histoires que je ne connaissais pas. À noter que les Miss sont au nombre de 15. 3 de Bamako, 11 des régions et une représentante de la diaspora. L'élection Miss ORTM est prévue ce vendredi 10 février au CICB. Voilà, rendez-vous donc ce 10 février. En images, plus de 5000 morts. C'est le bilan encore provisoire du puissant séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie, le nord-est de la Syrie dans la nuit de lundi à mardi. Les premiers secours sont à pied d'œuvre pour tenter d'extraire les survivants des décombres. Près de 6000 immeubles se sont complètement effondrés en Turquie. Des bâtiments en béton qui se sont écoulés comme des châteaux de cartes. Ce tremblement de terre survient en plein hiver et c'est une véritable catastrophe humanitaire qui s'annonce. Il faut venir donc en aide aux milliers de blessés, mais aussi à plusieurs millions de sinistrés, dont certains se trouvent dans un territoire déjà durement affecté par la guerre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir été avec nous. La suite des programmes, c'est également sur ORTM Live. Un grand merci à nos téléspectateurs de Moura, Djenné et de Mopti. À demain 20h. Bonsoir à tous.